Cuba n'a eu de cesse de lutter pour sa liberté. Il y a eu 100 000 morts, mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meyer Lansky a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrouchtchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'apocalypse. Jamais Cuba ne se mettra à genoux. Cuba est une île animée où se mélangent les cultures et un paradis colonial surprenant. Tout au long de son histoire, Cuba a vu l'avènement et la chute de plusieurs héros et a souffert sous le joug de nombreux despotes. En 1952, Fulgencio Batista, l'ancien chef des armées cubaines, prend le pouvoir par un coup d'État. Depuis son palais présidentiel, il gouverne Cuba pendant 7 ans. Sa domination prend fin le matin du premier jour de l'année 1959. Batista fuit Cuba alors qu'une révolution menée par Fidel Castro secoue l'île. Mais comment un petit groupe de guérilleros a-t-il réussi à former un tout nouvel État? Qu'est-ce qui a empoisonné les relations entre Cuba et les États-Unis? Et comment Fidel Castro, le fils d'un riche propriétaire terrien, devient-il un homme d'État communiste? Fidel Castro est le pivot d'une révolution qui permet aux habitants de Cuba de rêver d'une vie de richesse et d'abondance. Et aujourd'hui encore, les Cubains n'ont pas abandonné ce rêve. Je sais très bien que je mourrai en révolutionnaire. Je serai toujours du côté des opprimés. Je serai toujours du côté des pauvres, des gens modestes. Je serai toujours de leur côté, jusqu'à ma mort. Fidel Castro attise une rébellion contre Fulgencio Batista. En 1933, Batista a entrepris de délivrer Cuba du joug d'un autre dictateur. Mais depuis son coup d'État en 1952, il fait de Cuba un État policier. Les États-Unis le soutiennent en échange du contrôle du monde de l'entreprise américaine sur une grosse partie de l'économie cubaine. La révolution de Fidel Castro débute dans les montagnes de la Sierra Maestra. Il n'y a qu'une centaine d'hommes à ses côtés. Mais plutôt que de les engager dans un combat perdu d'avance, Castro mène une vive campagne de propagande. Son but est de convaincre les Cubains que sa révolution est juste et légitime. En décembre 1958, Castro et une moitié de ses troupes rebelles marchent sur la ville de Santiago. Sur la Havane, la capitale de Cuba, il envoie l'autre moitié, menée par Ernesto Che Guevara et Camilo Cienfuegos, le commandant de l'armée rebelle. On a reçu l'ordre, enfin, Camilo a reçu l'ordre de nous diriger vers la Havane. Une fois qu'on était sûr que Batista avait fui et avait abandonné le pouvoir, alors on est allé à la Havane. Et nous, les troupes de Camilo Cienfuegos, on a pris la Havane, la capitale. Les rebelles de Camilo Cienfuegos rejoignent la Havane le 2 janvier 1959. Batista a fui avec ses proches. Les soldats dans la capitale se rendent sans combattre. Au même moment, les troupes de Fidel Castro entrent dans Santiago. Là aussi, l'armée choisit de capituler plutôt que de se battre.
Lors de la marche sur Santiago, le commandante de Castro est Hubert Matos. Il a été un élément essentiel de cette révolution, car il a fourni des armes aux guérilleros. Il entre à présent dans la deuxième plus grosse ville de Cuba aux côtés de Castro. Il se passe à ce moment-là, là encore, quelque chose d'un peu stupéfiant, si vous voulez, c'est que dans un premier temps, Castro déclare que la capitale de Cuba, désormais, c'est Santiago. Le message de Castro est clair. La capitale de Cuba sera là où Castro sera. Pendant ce temps, les habitants de la Havane célèbrent la révolution. Mais tout le monde n'est pas satisfait. Le président Batista et son cercle sont partis. Par crainte de ce qui pourrait leur arriver, les riches étrangers, américains pour la plupart, et les propriétaires terriens cubains s'en vont également. Parmi eux, des membres de la mafia américaine qui contrôlent les casinos de l'île. Leur chef est Meyer Lansky. Ma grand-mère a dit qu'on devait partir, qu'on allait retourner à Miami. J'imagine qu'ils essayaient tous de rester aussi calmes que possible. Je n'oublierai jamais le moment où, en sortant de l'ascenseur, j'ai vu les soldats dans la rue. De toute ma vie, je n'oublierai pas ça. J'avais 8 ans. Je me souviens de tous ces uniformes partout et du chaos. Le chef révolutionnaire Fidel Castro n'est pas n'importe qui à Cuba. Il est le fils d'un riche propriétaire terrien. C'est un avocat de la Havane et il a été marié à la fille de l'un des ministres principaux de Batista. Mais apeuré, sa femme et la famille de sa femme l'abandonnent en emmenant son fils avec eux. Le garçon, Fidelito, est allé à New York. Donc le seul de la famille qui était encore à Cuba, c'était moi. Et ma sœur. Mais elle était mariée avec Fidel, donc aucun souci pour elle. Celui qui avait des soucis, c'était moi. Donc j'ai pris le dernier avion et j'ai quitté Cuba. La Havane, qui n'est plus la capitale de Cuba, est contrôlée par le chef des armées de Castro, Camilo Cienfuegos. Les habitants de la Havane l'acclament et l'appellent leur libérateur. Fidel Castro est toujours à Santiago, à l'autre bout de l'île. Le 3 janvier 1959, il part pour la Havane. Donc, pendant 8 jours, il n'arrête pas de parler, quoi. On raconte même qu'à un certain moment, il vacillait sur les tribunes, mais qu'on le tenait pour qu'il continue. Bon, à l'époque, c'était un triomphe incroyable. Castro traverse Cuba, triomphant, et arrive à la Havane le 8 janvier 1959. Il redonne à la ville son statut de capitale. À ses côtés se trouvent son frère Raúl, son bras droit Ernesto Che Guevara et ses commandants Hubert Matos et Camilo Cienfuegos. Ce soir-là, Castro prononce un discours victorieux devant une foule de 400 000 personnes. C'est la première fois qu'il parle devant un public aussi nombreux. Il fait un grand discours, un discours incroyablement démocratique sur le thème « On va rendre la terre aux paysans, on va déposer les armes, nous sommes les soldats de la paix ». C'est un discours qui n'est pas du tout communiste, c'est pas un discours très violent. Et à un moment donné, il y a cette image extraordinaire où on voit des colombes blanches s'élever dans le ciel avec cette image christique de Fidel Castro. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a à côté de lui, un peu en retrait, un homme qui a des appos et qui est donc quelqu'un qui manipule les colombes et qui les fait décoller ou qui les fait s'envoler. Sur l'estrade, à côté de Fidel Castro, on voit Camilo Cienfuegos, l'homme qui a libéré la Havane. Fidel a parlé pendant 15 ou 20 minutes, sans arrêter. Il racontait une histoire. Je ne me souviens plus de quoi il parlait. Et puis, à un moment, Fidel s'est penché vers Camilo et lui a demandé si c'était bien ce qu'il faisait. Et Camilo lui a répondu « C'est toujours bien ce que vous faites, Fidel ». Aujourd'hui, les paroles de Camilo Cienfuegos sont toujours inscrites sur la place de la Révolution à la Havane. Fidel Castro réussit à unir tous les opposants à Batista sous sa direction. L'armée et la police du dictateur déchu veulent à présent rejoindre sa cause eux aussi. Mais Castro n'a pas l'intention de laisser les partisans de l'ancien régime garder leur position au pouvoir. Fidel ne prend pas le pouvoir, il fait le pouvoir.
Il dissout l'armée et en forme une nouvelle avec ses hommes à lui. Il n'y a pas de parlement. Les lois sont faites par un conseil des ministres qu'il nomme et à qui il donne tout le pouvoir judiciaire. Quand il prend le pouvoir à Cuba, Fidel Castro n'a pas de poste officiel. Au lieu de se nommer lui-même à la tête de l'État, il forme un gouvernement d'intellectuels et de penseurs cubains respectés. Mais peu à peu, il renvoie les ministres les uns après les autres et les remplace avec ses hommes. Cela inquiète beaucoup de ses sympathisants, surtout quand il nomme 2 communistes comme ministres, son frère Raúl et Ernesto Che Guevara. Plusieurs révolutionnaires ne veulent pas que Cuba devienne communiste. Et parmi eux, Camilo Cienfuegos. Il y avait d'autres commandantes qui avaient beaucoup de prestige. Mais Fidel a commencé à prendre des décisions tout seul. Il ne prenait plus en compte les opinions des autres généraux. Hubermato lui a demandé de les écouter. Il voulait que les décisions soient prises de manière collective. On ne sait pas très bien si c'est une stratégie de Fidel Castro au fond, je dirais, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour pouvoir récupérer le maximum de militants. Dans un premier temps, son mouvement, le M26, va être un mouvement qui va être hétéroclite. Ce n'est pas un mouvement communiste, c'est un mouvement nationaliste. Les États-Unis reconnaissent la coalition révolutionnaire de Castro comme le gouvernement légitime de Cuba le 7 janvier 1959. Fidel n'est même pas encore arrivé à La Havane. En 1957, Fidel est vu comme un jeune rebelle qui s'est élevé contre le dictateur corrompu, qui ne veut pas prendre lui-même le pouvoir, qui affirme clairement ne pas partager les idées du communisme. Il finit par être le héros que les Cubains peuvent soutenir. Il faut imaginer l'impact que ça a aux États-Unis de voir arriver ce beau jeune homme très charismatique. Même les gens des classes les plus riches qui sont restés à Cuba soutiennent Fidel et son gouvernement. Le lendemain de la Révolution, la famille Bacardi accroche à la façade de l'entreprise une gigantesque pancarte sur laquelle il est écrit « Gracias Fidel ». Pour eux, c'est le fils d'un grand propriétaire terrien et un avocat de La Havane. Quelque part, ils font partie du même camp. Ils pensaient qu'il allait reprendre le droit chemin après l'excitation des débuts. Les touristes continuent également à affluer à Cuba. L'île est toujours la destination de vacances de rêve, malgré ou peut-être à cause de la Révolution. En février 1959, à peine 6 semaines après l'arrivée de Fidel à La Havane, un paquebot allemand, le MS Berlin, entre dans le port. Fidel monte dans une vedette pour aller en personne accueillir ce paquebot à son arrivée. La dernière escale, c'était le port de La Havane. Il y avait beaucoup d'autres passagers pour la croisière. Je me tenais sur le pont et j'ai vu une vedette qui s'approchait. Un bateau plus petit, avec tous ces barbudos à bord. Tous ces hommes barbus. Ils se sont amarrés au bateau et lui, il m'a fait signe qu'il voulait monter à bord. J'ai dit non, sans les armes. Marita Lorenz a 19 ans, c'est la fille du capitaine du navire. Castro et ses hommes lui obéissent et posent leurs armes. Puis Marita fait visiter le paquebot aux dirigeants cubains. Je suis tombée amoureuse de lui à la seconde où je l'ai vu. Je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Mon estomac s'est soulevé, mon cœur battait à tout rompre et j'étais stupéfaite. Je n'avais jamais eu de petit ami. Je me disais qu'il ne fallait pas, qu'il était militaire, qu'il vivait sur cette île. Mais son regard, son sourire et sa façon de me tenir la main. Le MS Berlin quitte La Havane le soir même. Mais cette première rencontre furtive entre Fidel et Marita allait être le début d'une histoire d'amour pleine de passion et de vengeance. Il m'a demandé si je savais qui il était. J'ai répondu que non, que je ne suivais pas la politique et que je ne faisais que naviguer partout dans le monde. Il m'a dit, je suis Cuba, je suis Fidel Castro Ruz, j'arrive de la Sierra Maestra, je suis Cuba et je vais réparer Cuba. Mais réparer Cuba n'est pas chose aisée. Il y a une foule de conflits non résolus.
Après l'effondrement du régime de Batista, les Cubains prennent d'assaut les prisons de l'ancienne police secrète. Ce qu'ils y voient en laisse certains sans voix. Beaucoup des policiers de Batista craignent les représailles et dénoncent, voire arrêtent leurs anciens collègues. Fidel Castro met en place des tribunaux révolutionnaires. Quand Fidel est arrivé au pouvoir, j'avais 15 ans. Et je savais que ça changerait de Batista. Au début, évidemment, Fidel était très bien accepté. Mais quand ils ont commencé à fusiller des gens et à faire ce genre de choses, la situation s'est détériorée. Dès que les troupes de Castro s'emparent de la Havane et de Santiago, ceux désignés comme les pires coupables parmi la police et les forces armées de Batista sont sommairement exécutés. Au début, la répression est sanglante contre les partisans de Batista. Beaucoup d'entre eux sont exécutés. À l'époque, il y avait une blague qui circulait à Cuba. On racontait que Fidel appelait Raoul, responsable de la partie est de Cuba, et lui disait qu'il ne voulait plus que du sang soit versé. Alors Raoul se mettait à pendre les gens plutôt qu'à les fusiller pour qu'il n'y ait plus de sang. C'est une histoire, mais il y a beaucoup de réalité là-dedans. Ils ont tué beaucoup d'ennemis les premiers mois de la Révolution. Les jugements révolutionnaires sont rendus en public, car Castro affirme que sa justice n'a rien à cacher. Mais devant des milliers de spectateurs réunis dans le plus grand stade de la Havane, les jugements se transforment en mascarade. Très vite, ce n'est plus seulement les hommes de main de la police de Batista qui sont jugés. Une simple accusation contre quelqu'un suffit parfois, et le dénouement est souvent sans surprise. On estime que 3000 personnes ont été tuées. Il s'agissait prétendument de partisans de l'Ancien Régime, mais aujourd'hui personne ne sait exactement qui ils étaient. Même les proches de Castro craignent de subir cette violence. On a commencé à avoir peur. On ne savait plus ce qu'on devait faire et ce qu'on ne devait pas faire. Le mot d'ordre, c'était « Fidel l'a dit, ça suffit. Si le commandant tel l'a dit, c'est comme ça. » Même si c'était des mensonges, il fallait soutenir ces mensonges. Le 16 février 1959, Fidel Castro se fait nommer Premier ministre de Cuba. Pendant sa révolution, il a été délibérément flou sur les projets qu'il a pour l'avenir de Cuba. Mais une fois en place, Castro commence un large programme de réformes. Une de ses premières réformes consiste à exproprier de nombreuses entreprises américaines implantées à Cuba. Ce n'est absolument pas ce à quoi le gouvernement des États-Unis s'attendait quand quelques mois plus tôt, il a reconnu Castro. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis. Ils n'ont pas promis la belle vie. Ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Beaucoup de terres ainsi nationalisées sont redistribuées aux paysans cubains. Castro fait ce que beaucoup de communistes à travers le monde appellent de leur vœu. Et il devient beaucoup plus radical qu'eux. Du jour au lendemain, ou presque, les entreprises américaines perdent plus de 2000 km² de terre. La seconde vague de réformes touche les classes les plus aisées de Cuba. Le but est d'aider la population la plus pauvre en ville. Tout ça était possible à réaliser, et très rapidement en plus. Les réformes devaient embellir la vie quotidienne des plus pauvres et des classes moyennes. On baisse les loyers à la Havane, par exemple. Ça pénalise évidemment les propriétaires, mais pour ceux qui payaient moins de loyer, c'était une amélioration immédiate. Pour Cuba, ces premières réformes marquent le début d'un nouveau conflit. Le gouvernement américain proteste contre l'expropriation de ces entreprises. Mais les simples paroles ne suffisent plus. Alors les États-Unis menacent de mettre en place des sanctions. À Cuba non plus, tout le monde n'est pas disposé à suivre le chemin de Castro. Ceux qui sont expropriés perdent toute source de revenus. Lors de la prise de pouvoir de Castro, seulement quelques centaines de Cubains ont fui l'île. À présent, des milliers de gens partent. Tous ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre avec les réformes imposées par Castro. On ne recevait plus les loyers. Les propriétaires ne pouvaient pas toucher l'argent des loyers de leurs biens. Ou disons qu'il y avait une limite sur la somme qu'on pouvait toucher.
600 pesos, l'équivalent de 600 $ à l'époque. Et ce n'était pas assez pour vivre. Pour apaiser les tensions avec les États-Unis, Fidel Castro fait une visite à Washington en avril 1959. Une de ses premières destinations, c'est la statue de son idole, le président américain Abraham Lincoln. L'objectif de Castro, lors de cette visite, est d'instaurer sa légitimité. Il veut être reconnu par les États-Unis comme le chef du gouvernement cubain. Lors de cette visite à Washington, il espère rencontrer le président Eisenhower. Pour beaucoup d'Américains, Castro est la coqueluche des médias. Mais le président Eisenhower ne fait tout simplement pas confiance aux révolutionnaires cubains. I know you are worried. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. À Washington, il y a aussi Marita Lawrence, qui est à présent sa maîtresse. Il était embêté parce qu'Eisenhower ne voulait pas le rencontrer, même pour prendre un café. Eisenhower voulait jouer au golf et n'acceptait même pas son uniforme. Raoul l'a appelé de la Barbade et lui a dit de rentrer, qu'il perdait son temps et que les Américains ne voulaient pas de lui. Mais moi, je l'ai vu. On a passé la soirée ensemble. C'était très bien. Puis il est reparti et je me suis à nouveau sentie seule. Les gens m'ont photographiée quand je suis sortie de la chambre d'hôtel. Et la CIA m'a mise en garde contre cette raclure de communistes. Plutôt que de rencontrer personnellement Castro, Eisenhower envoie son vice-président, Richard Nixon. Nixon était un personnage intelligent et son sens de la politique internationale était prodigieux. Il a rencontré Castro au Capitole des États-Unis à Washington. Nixon était vice-président à l'époque. Il a examiné Castro sous toutes les coutures, très habilement et très finement. Nixon doit pousser Castro dans une direction bienveillante à l'égard des États-Unis. Il doit faire comprendre à Castro comment Cuba doit se comporter avec eux. En plus de ça, Eisenhower lui assigne la tâche de cerner, une fois pour toutes, où Castro se situe politiquement. Le verdict de Nixon est très critique. Il trouve Castro soit incroyablement naïf sur le chapitre du communisme, soit sous influence communiste. Son choix se porte plutôt sur la première solution. Il semble bien que ce soit dès l'entrevue d'avril 1959 entre Fidel Castro et Nixon que Nixon ait vraiment été celui qui a compris que Castro était au fond anti-américain, sinon communiste. Le gouvernement américain n'est pas le seul à s'inquiéter des relations de Cuba avec le communisme. Pendant sa révolution, Fidel Castro est resté délibérément flou afin de réunir sous sa bannière tous les opposants à la dictature de Batista. Mais les réformes qu'il introduit, l'influence de son frère Raoul et le poste de ministre de l'économie confié à Ernesto Che Guevara déplaisent à de nombreux Cubains. Les frères Castro n'étaient pas la révolution à eux tout seuls. Ils faisaient partie d'une coalition composée d'organisations majoritairement démocrates. Mais ce qui se passe en 1959, quand la coalition l'emporte, c'est que les frères Castro étaient plus impitoyables et ils ont éliminé leurs opposants jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus qu'eux. Raúl Castro devient ministre de la Défense, un poste clé dans le gouvernement. Il est le petit frère de Fidel et aux côtés de Che Guevara, il incarne la gauche de la révolution. C'était le petit frère. Il se faisait parfois insulter. Mais lui, Raoul, il était intelligent. Il parlait plusieurs langues. Il ne donnait pas d'ordre à Fidel. Il était brillant, très réservé et très sérieux. Camilo était un peu excité, mais Raoul était sérieux et calme. Camilo Cienfuegos est nommé chef de l'armée révolutionnaire, ce qui le place sous les ordres du ministre de la Défense, Raúl Castro.
mais il s'oppose violemment à Raúl et à la dérive gauchiste du gouvernement. Camilo était très apprécié par les gens. Il était si populaire qu'il occultait l'image de Fidel. Je me souviens d'une fois, lors d'un discours de Castro, Camilo se trouvait juste à côté de lui. Et les gens en masse ont commencé à crier « Laissez parler Camilo, laissez-le parler », pendant que Fidel parlait. Et ils applaudissaient très fort. Ça a duré plus de 20 minutes. Camilo Cienfuegos est adulé par le peuple et toujours considéré comme l'homme qui a libéré la Havane. Son ami Hubert Matos, lui, a aidé Fidel Castro à prendre Santiago. Ces deux hommes ne se gênent pas pour dire leur désaccord avec les politiques du gouvernement. Matos donne même sa démission à Castro. Mais ce dernier a déjà décidé qu'il ne laisserait pas partir son commandante si facilement. Castro a déjà fait un choix, disons, radical, ce que prouve le fait qu'il fait arrêter le fameux commandant Matos en octobre, parce que Matos a dénoncé la progressive prise, non pas prise de pouvoir, mais en tout cas la progressive emprise du vieux parti communiste sur Castro. Pour mener à bien l'arrestation de Matos, Castro envoie Camilo Cienfuegos, alors que les deux hommes sont de très proches amis. Il entend tester la loyauté de ces hommes, et Cienfuegos exécute l'arrestation, comme le montre la photo. Après l'arrestation le 28 octobre 1959, Camilo Cienfuegos retourne à La Havane. Là-bas, il doit rencontrer Fidel Castro et parler avec lui de l'avenir de Cuba. Mais son avion disparaît en plein vol, sans envoyer aucun signal de détresse, et alors que la météo est bonne. Ni le corps ni l'avion n'ont été retrouvés. L'accident de Camilo Cienfuegos est loin d'avoir été un accident. Ce qui lui est arrivé, c'est précisément ce qui avait été prévu par le gouvernement cubain et par Fidel en particulier. La mort de Camilo est un mystère. J'ai des informations qui vont dans les deux sens. Certaines suggèrent que Fidel l'a tué, d'autres disent que c'était un accident. C'est difficile à dire. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est que Camilo avait de très sérieux problèmes avec Raúl Castro. Hubert Matos devient un paria et est condamné à 20 ans de prison. Pendant ce temps-là, Cuba pleure la mort de Camilo Cienfuegos. Mais la plupart des Cubains ont des préoccupations plus concrètes que les orientations politiques du régime. La majeure partie de la population vit dans une très grande pauvreté. La principale raison à cela est que les États-Unis ont arrêté une grosse partie de leur commerce avec Cuba, au grand désarroi de Fidel Castro. Pendant sa première année au pouvoir, Fidel n'a jamais prononcé le mot communisme. Il voulait un accord commercial. Il voulait échanger du sucre contre des tracteurs. Il voulait reconstruire Cuba, reconstruire des hôpitaux. Il voulait des matériaux de construction, de la peinture, du ciment. Pour obtenir des matériaux de construction, Cuba a besoin d'un nouveau partenaire commercial. Le choix de Castro se tourne alors vers l'ennemi juré des États-Unis, l'Union soviétique. Le 8 février 1960, le ministre soviétique Anastas Mikoyan atterrit à Cuba. Il est en compagnie d'un vieil ami des frères Castro qu'ils avaient rencontré pendant leur exil au Mexique et qui les avait aidés à préparer leur révolution. Quand la première délégation du gouvernement soviétique se rend à Cuba, elle est dirigée par Anastas Ivanovitch Mikoyan. Il avait connaissance de mes contacts avec Raúl Castro, Che Guevara et Fidel Castro. Donc, il m'a invité à l'accompagner. J'étais son traducteur. J'étais aussi son conseiller, en quelque sorte, voire son garde du corps. Officiellement, Anastas Mikoyan est à Cuba pour inaugurer un accord commercial. Mais en coulisses, les enjeux sont beaucoup plus importants.
Pour commencer, cet épisode a mis en place les fondements de toutes les relations à venir entre l'URSS et Cuba. Avant ça, il n'avait pas été question d'ouvrir les relations diplomatiques. Ensuite, on a prêté à Cuba 100 millions de dollars. Pour finir, ça a été une réorientation complète de l'économie cubaine, qui a ensuite mené au socialisme. C'était la fin de l'alignement de la politique de Cuba sur celle des États-Unis. Cuba forme une nouvelle alliance et des photos du ministre soviétique en train de faire la fête font le tour du monde. À Washington, le vice-président Nixon voit son pressentiment se confirmer. Il soutient secrètement une intervention à Cuba parce qu'il considère que c'est la seule façon d'empêcher l'île de devenir un avant-poste soviétique. Mais le président Eisenhower n'est pas d'accord et ne veut pas risquer une guerre à cause de Cuba. Je pense que Fidel a compris que la seule façon, en somme, de s'en sortir, étant à 150 km du pays le plus puissant du monde, c'est d'essayer de nouer quelque chose de solide avec l'Union soviétique. Alors c'était un jeu très risqué, évidemment, parce que les États-Unis pouvaient réagir très mal et très vite. Pour défendre Cuba, Fidel Castro compte sur autre chose que sur sa nouvelle armée. La milice révolutionnaire s'entraîne partout dans l'île avec des fusils en bois, puisque les armes manquent cruellement. Les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes pendant l'ère Batista, qui est encore en vigueur. Cuba essaie alors de se procurer des armes sur le marché mondial. Il y a déjà des milices révolutionnaires qui se forment en 1960. Elles commencent à l'université. C'est là que se crée la première milice. Plus tard, elle s'étend au lieu de travail et il y a des milliers de Cubains qui défilent dans les rues. Ils commencent à recevoir des armes aussi. Des armes qui viennent de Russie, de Tchécoslovaquie. Le 4 mars 1960, le cargo français La Coubre, qui transporte 76 tonnes de munitions belges, mouille dans le port de la Havane. Des dockers cubains déchargent le navire quand une chose impensable se produit. Un caméraman cubain filme l'événement. On dénombre au moins 75 morts et des centaines de blessés. Fidel Castro et Che Guevara sont en tête du cortège funèbre. C'est ce jour-là qu'est prise la photo de Che Guevara connu dans le monde entier. Fidel Castro soutient que l'explosion du navire La Coubre est une attaque délibérée et accuse les États-Unis. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le gouvernement américain. Castro dépasse les bornes pour les républicains conservateurs et pour beaucoup d'Américains. Il dépasse les limites. Il est en train de prendre un ticket d'entrée pour lui et pour Cuba dans l'Union soviétique. Alors l'administration d'Eisenhower commence à organiser sa chute. Le gouvernement, enfin l'administration Eisenhower a donné le feu vert à la mise en place d'une opération qui était installée au Guatemala et qui était au fond une opération où des Cubains anticastristes aidés, entraînés, financés par la CIA, prépareraient effectivement un débarquement un jour à Cuba. Plus de 1300 exilés cubains se portent volontaires. Seuls quelques-uns d'entre eux ont une expérience militaire. La CIA filme les entraînements des nouvelles recrues et se prépare à former une unité d'élite. Il y avait des entraînements pour les combats d'infanterie, des entraînements pour le parachutisme et pour le maniement des armes lourdes aussi. D'autres étaient à des endroits différents pour apprendre à conduire des tanks. On avait 5 tanks pour l'invasion. Et notre armée de l'air avait son propre camp d'entraînement. Pendant l'entraînement, la formation militaire composée d'exilés cubains se donne un nom,
La brigade 2506. Le numéro qui est dans le nom de cette brigade vient en fait de Carlos Rodriguez Santana. Il cherchait un lieu d'entraînement au Guatemala et il s'est tué en tombant d'une falaise. Il a été la première victime de cette brigade. Alors ils ont pris son numéro, c'est-à-dire 2506, pour nommer sa brigade d'assaut 2506. L'invasion compte également sur le soutien depuis l'intérieur de Cuba. De nombreux anciens révolutionnaires se retournent contre Castro. Ils fuient dans les montagnes reculées en attendant l'opportunité de lancer une contre-révolution contre la dérive communiste de Castro. Mais le leader cubain a tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer. Le gouvernement cubain, ou plutôt Fidel, laissait tous ceux qui lui étaient hostiles fuir dans les montagnes de l'Escambray. Pourquoi? La réponse est simple. Il voulait qu'ils soient tous au même endroit. Il n'y a pas seulement des anciens partisans de Castro parmi ces contre-révolutionnaires. Certains sont des anciens soldats de Batista qui avaient d'abord pris la fuite. D'autres sont de simples paysans que le hasard a pris dans ses filets, entre les deux camps. Ils reçoivent des armes grâce à la CIA. Les services de renseignement espèrent lancer ainsi un mouvement populaire de contestation contre Fidel Castro au moment de l'invasion. Au début, c'était un peu compliqué, parce que le premier mouvement contre-révolutionnaire était composé d'anciens membres du M26, comme moi. Ça a été le mouvement le plus inquiétant pour la révolution. La CIA compte sur la guérilla dans l'Escambray. Leur mission est d'occuper un maximum des soldats et des milices de Castro au combat. La brigade 2506, lourdement armée, doit ensuite attaquer Cuba depuis le Guatemala. Sa cible est la ville de Trinidad, près de la chaîne de montagnes de l'Escambray. De là, elle doit rejoindre les rebelles et établir une tête de pont afin de demander de l'aide à la communauté internationale. Cet appel à l'aide doit servir de prétexte aux États-Unis pour envahir officiellement Cuba. Le gouvernement américain, la CIA et les exilés cubains sont tous convaincus que leur plan va fonctionner. J'ai entendu un discours que prononçait Che Guevara et je me souviens de m'être dit qu'il était vraiment idiot, qu'il ne se rendait pas compte que c'était l'un de ses derniers discours. On savait qu'on courait des risques personnels, qu'on pouvait être blessé, voire tué. Mais l'idée de perdre ne nous a jamais traversé l'esprit. Alors que la CIA se prépare à envahir Cuba, la campagne électorale présidentielle bat son plein aux États-Unis. Eisenhower a déjà fait 2 mandats et est donc exclu de la course. Le vice-président Nixon espère lui succéder. Face à lui, un jeune sénateur, John Kennedy. En tant que candidat, Kennedy aurait dû être informé de l'invasion prévue. Mais Nixon, certain de sa victoire, a interdit la divulgation de l'information. En septembre 1960, peu avant les élections, Fidel Castro ainsi que les chefs d'État du monde entier arrivent à New York pour siéger aux Nations Unies. L'accueil du public américain autour de Castro est enthousiaste. Et il sait comment tirer profit de sa célébrité. Il n'y a pas meilleur acteur que Fidel Castro. Il quitte un hôtel de luxe, aujourd'hui on appellerait ça un hôtel 4 ou 5 étoiles, et il se dirige immédiatement vers Harlem, où il prend une chambre dans l'hôtel Teresa. C'est là, dans cet hôtel, dans le Harlem noir, le Harlem des Afro-Américains, qu'il commence à s'attirer la sympathie d'une partie de l'électorat américain. Fidel Castro est accueilli chaleureusement à Harlem. Son passage à l'hôtel Teresa a un énorme retentissement, et Castro fait un coup médiatique en se présentant comme l'homme du peuple. Le lendemain, il reçoit un visiteur prestigieux. Le Premier ministre Nikita Khrouchtchev est aussi à New York pour une allocution aux Nations Unies et il lui rend visite à l'hôtel Teresa.
C'est une rencontre stupéfiante parce que d'abord Castro fait 1m95, Khrouchtchev doit faire 1m65. Donc quand Castro prend Khrouchtchev dans ses bras, on a l'impression un peu d'un plantigrade qui est en train d'essayer d'étouffer le plantigrade étant non pas l'ours soviétique mais étant Castro, en train d'étouffer un homme qui se serait imprudemment aventuré sur son territoire. Cuba est membre des Nations Unies, donc Castro est libre de se rendre aux États-Unis et de prononcer un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Son discours d'anthologie est passé à la postérité. Il dit qu'il ne fera qu'un bref discours, mais parle pendant 4h30. C'est un record jamais égalé aujourd'hui. Mais plus parlant que son discours, il y a un autre message que Castro envoie ce jour-là. À chaque vote, il suit l'avis de l'Union soviétique. En échange de sa survie politique, Castro a fait tout ce qu'a demandé Moscou. Il disait que Moscou c'était très bien, que l'URSS c'était très bien, que le communisme c'était très bien. C'était dans son propre intérêt. C'était parce que l'Union soviétique le soutenait à la fois économiquement et militairement par l'envoi d'armes. Le 8 novembre 1960, les Américains élisent un nouveau président. Contrairement à ce que Nixon avait prévu, c'est une course serrée jusqu'au dernier moment. Il n'y avait que quelques milliers de votes d'écart entre lui et son adversaire. Mais Kennedy est finalement élu président des États-Unis. Ce n'est qu'après avoir été élu que Kennedy est mis au courant du plan d'invasion de Cuba. La baie des cochons, ça a été un vrai choc pour moi. J'ai aidé Kennedy à écrire son livre « Stratégie de la paix ». Il y a un chapitre consacré à Cuba qu'il a fallu que j'aide à rédiger. Mais ça devait être sa plume à lui. Je savais qu'il avait un pied dans la guerre froide, un autre dans une toute autre vision du monde. Au printemps 1961, 1334 exilés cubains entraînés par la CIA sont prêts à reprendre leur patrie. Mais Kennedy rechigne à donner le feu vert. En public, il assure qu'il ne veut pas intervenir à Cuba. There will not be under any conditions be an intervention in Cuba by United States Armed Forces. And this government will do everything it possibly can, and I think it can meet its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions inside Cuba. Le 4 avril 1961, Kennedy finit par approuver l'opération, à deux conditions. La ville ciblée ne doit pas être Trinidad, mais une plage isolée dans la baie des Cochons. Et Kennedy réduit les renforts aériens. Seuls 8 bombardiers camouflés en avions cubains assisteront le débarquement. Le 15 avril 1961, à 6 h du matin. Les 8 bombardiers s'envolent vers Cuba. Leur objectif est de neutraliser l'armée de l'air assez faible de Cuba. Ils parviennent à détruire plusieurs avions. Mais l'attaque alerte Fidel Castro. Le chef d'État cubain mobilise son armée comme pour entrer en guerre. Il donne également l'ordre d'arrêter quiconque est suspecté d'être un dissident. Il fait des martyrs des victimes des bombardements. C'était le 15 avril, 2 jours avant le débarquement. San Antonio et Santiago de Cuba sont bombardés. Il y a plusieurs morts et des blessés. Un camarade écrit le nom de Fidel avec son sang sur un bout de bois. C'est une histoire inoubliable pour ceux d'entre nous qui étions là. Le matin du 17 avril, 3 navires approchent de la baie des Cochons. À bord se trouvent 1334 exilés cubains lourdement armés. J'ai débarqué à l'aube. Les premiers coups de feu avaient déjà été tirés. On a abattu un de leurs avions qui est tombé juste à côté du bateau sur lequel j'étais. Je me souviens d'avoir vu un Sea Fury qu'ils ont abattu avec les canons anti-aériens.
On est monté dans des barges de débarquement, celles qu'on utilise pour la mise à terre des troupes, pour ouvrir le front. Fidel Castro prend lui-même le commandement de la bataille. Mais la baie des Cochons est une zone de débarquement avantageuse et stratégiquement choisie. D'un point de vue militaire, c'était une bataille très compliquée. Parce qu'il n'y avait que 3 routes pour aller à la plage. Je dis des routes, mais c'était plutôt des chemins. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on se déplace pour pouvoir déployer nos troupes. À ce moment-là, on avait assez d'explosifs à Cuba pour faire sauter les ponts qui menaient à la plage Girón, ce qui signifie qu'on aurait pu retarder énormément une grosse partie des troupes de Castro. Mais pendant l'invasion, on ne nous a rien dit. Après un débarquement réussi à la plage, la brigade 2506 est sur le point d'établir une tête de pont. La victoire semble à portée de main. On avait pris le contrôle de la plage et de toute la zone qu'on était censé contrôler. La réponse de Castro a été massive. On s'est retiré quand ces tanks sont arrivés sur la plage. On n'avait que des balles. On n'avait rien pour les combattre. 114 exilés cubains sont morts lors du débarquement de la baie des Cochons. Plus de 1200 sont capturés. Du côté de Castro, les victimes sont encore plus nombreuses, surtout parmi les milices mal entraînées. Plus de 4000 hommes sont tués, blessés ou portés disparus. Fidel Castro présente la victoire dans la baie des Cochons comme un triomphe sans réserve. L'attaque américaine ratée unifie le peuple cubain derrière leur chef. Ça a donné à Castro et à sa révolution une légitimité dont il ne jouissait pas avant. L'opposition clandestine à Cuba est presque entièrement neutralisée. Environ 100 000 personnes sont envoyées en prison. La révolution cubaine obtient un certain respect et une certaine légalité dans le monde entier, et surtout en Amérique latine. Castro est vu comme un héros, le plus grand de l'histoire de l'Amérique latine. Après la victoire à la baie des Cochons, la seule véritable opposition qui reste à Cuba, ce sont les rebelles cachés dans l'Escambrel. Après avoir assuré ses positions, Castro donne l'ordre qu'on les élimine. Et pour mettre leur soulèvement sur le dos des États-Unis, Castro envoie, en plus des soldats, des équipes de tournage pour filmer. Dans les montagnes de l'Escambray, le piège s'est refermé. Ils repéraient les rebelles et les encerclaient. Un bataillon de tireurs arrivait pour les pourchasser. Ils détruisaient tout sur leur passage. Leur but était de tirer sur les rebelles pour les tuer. Ils tiraient et c'était fini. Ça a été féroce. Alors je crois que jamais personne ne saura combien il y a eu de morts parce que ni du côté officiel ni du côté des contre-révolutionnaires, c'était de bonne guerre de les appeler ainsi, on a tenu de compte. Mais pour rester au pouvoir, Castro a besoin de plus que de simples victoires sur son île. Il lui faut un allié international solide. Le 1er mai 1961, 2 semaines après la victoire de la baie des Cochons, Castro lance une grande fête populaire. Des équipes de tournage soviétiques filment la somptueuse fête et Castro déclare que sa révolution, et donc Cuba, sont socialistes. Plus tard, Fidel Castro et Che Guevara mettent la touche finale aux événements du jour en ouvrant 2 bouteilles de Coca-Cola. Fidel était un peu professeur. C'était un grand pédagogue. Il parlait du socialisme. Mais la vérité historique, c'est que la plupart d'entre nous ne savions pas ce que c'était. On ne connaissait rien au socialisme. On était à 180 km de nos plus proches voisins. Et tout ce qu'on avait entendu du socialisme et du communisme, c'est que c'était mal. Le président américain John Fitzgerald Kennedy doit assumer la responsabilité de l'échec de l'invasion.
Pour lui, c'est une défaite qu'il ne peut pas supporter. Alors il demande à ce que de nouveaux plans pour une invasion soient réalisés. On est resté longtemps là-dessus. Et je crois que pour les Kennedy, c'était comme si ce fiasco remettait en cause leur virilité. Et au-delà de leur virilité, ils pensaient aux dommages que ça pouvait causer à la réputation et au pouvoir de leur administration. Fidel Castro réussit à empêcher une première invasion de son pays. Mais pour protéger Cuba d'autres attaques américaines à venir, il forme une alliance forte entre son pays et l'Union soviétique. À l'avenir, ce seront des soldats soviétiques et surtout des missiles nucléaires qui garantiront l'indépendance de l'île. Et c'est ainsi que Cuba devient ce que les Américains craignaient le plus, un avant-poste du socialisme soviétique sur le pas de leur porte.